Bonjour à tous et à toutes. Dernière vidéo, je pense, sur Giacomo Meyerbeer, dans laquelle on va essayer de s'interroger sur l'influence qu'il a eue sur les compositeurs qui ont suivi, ceux de son époque, les critiques qui ont été émises et essayer de comprendre pourquoi on passe pour un complet imbécile quand on prétend, enfin, on passait pour un complet imbécile quand on prétendait s'intéresser à ce compositeur et pourquoi il a été oublié. Moi, c'est vraiment un mystère assez important, mais on peut quand même trouver des explications. Alors, on va aussi analyser un petit peu ce qu'il a pu apporter. Donc l'un des apports essentiels de ce compositeur, c'est d'avoir combiné plusieurs apports de plusieurs écoles musicales. Hein. Il a utilisé la technique orchestrale allemande, l'art du bel canto italien, donc rossinien, et la déclamation française. Vous voyez, trois tendances, allemande, italienne et française. Bon. Est-ce que ça est un frein? Est-ce que c'est ça qui a embarrassé, qui a empêché? Je ne sais pas. Bon, enfin, alors il s'efforce de créer des scènes d'une grande intensité dramatique. Parfois, c'est un petit peu des effets sans cause, hein, comme l'a prétendu Wagner, mais compte tenu du discours antisémite qu'il a développé, moi je pense que ses propos sont très discutables. Et bon, même si on va me rétorquer, oui, mais à l'époque tout le monde était antisémite peut-être, mais moi c'est un frein à l'écoute des opéras de Wagner. Hein. Moi ça me freine. Des gens qui ont l'esprit aussi étroit, même pour l'époque, ça me freine quand même un peu. Voilà, pour l'écouter. Hein. Et il a essayé de créer, donc Giacomo Meyerbeer, des personnages qui ont une profondeur psychologique peut-être plus développée que ceux des opéras précédents. Là, je suis un petit peu dubitatif. Disons que ces personnages sont peut-être plus en phase avec la réalité, souvent. C'est peut-être ça plutôt. Sont pas des gens... sont des gens plus proches, encore c'est délicat ce que je dis, plus proches peut-être du commun des mortels, qui ont des sentiments peut-être plus... Mais je suis pas convaincu par ça. Hein. Alors, il va étudier beaucoup le théâtre et voir les pièces sous l'angle d'une adaptation potentielle. Il est très attentif à la qualité délivrée, il demande parfois plusieurs versions aux librettistes, ce qui ne manque pas de créer des problèmes avec les librettistes, et notamment avec le plus célèbre de l'époque, hein, Eugène Scribe, 1791-1861. Ce dernier peut se buter et le musicien est obligé de faire appel à un autre librettiste pour continuer l'opéra. Alors, quels sont ses apports hein, en dehors de cela? Il a contribué au développement du leitmotiv et de la mélodie continue. Voilà, c'est ce que je vous disais hein, pour la mélodie continue. Et Giacomo Meyerbeer a assisté à de nombreux opéras, notamment les deux qu'il a vus le plus souvent, c'est Don Giovanni et le Trouvère. Don Giovanni de Mozart, hein, parce qu'il y a eu d'autres Don Giovanni, il l'a vu 39 fois entre 1812 et 1862. Le Trouvère, il l'aurait vu 34 fois entre 1855 et 1864. Voilà. Et donc on trouve, comme je vous l'ai dit, des traces de Don Giovanni dans ses opéras italiens notamment. Alors, lorsqu'il a terminé un de ses opéras, il effectue des modifications s'il se rend compte que l'intensité dramatique peut être améliorée. Les répétitions sont souvent très longues et il fournit parfois à l'orchestre deux instrumentations différentes. Et il choisit enfin, après avoir essayé, celle qui lui paraît la plus adéquate. Alors, il ne néglige pas la beauté des décors et des costumes, et il tient compte de la mise en scène, il est très vigilant sur la mise en scène, puisqu'il prône une œuvre d'art totale. Adepte des effets spéciaux, il utilise des patins à roulettes, comme je vous l'ai dit, c'est amusant, notamment, et la lumière électrique en 1849 pour le Prophète. Alors il fait en sorte que ces ballets soient pleinement intégrés à son intrigue comme élément de progression dramatique. Donc il aime le bel canto, c'est clair, hein, puis ça l'a beaucoup influencé, même dans ses opéras français à partir de 1831.
et il fait auditionner les interprètes sont très importants pour l'opéra, c'est-à-dire que il va arrêter un opéra, comme je vous l'ai dit, s'il n'a pas l'interprète adéquate. Et il fait auditionner de nombreux chanteurs et il va modifier l'opéra si l'interprète qu'il a choisi initialement n'est plus disponible. Par exemple, l'Africaine, Vasco de Gama plutôt, puisque c'était sa volonté de l'intituler ainsi, a été conçue pour Cornélie Falcone, et il a longtemps mis cet opéra en veilleuse du fait de la perte de voix de cette chanteuse qu'elle n'a d'ailleurs pas retrouvée, et donc il a dû après se contenter de ce qu'il avait, il a dû trouver quand même une interprète capable d'interpréter cet opéra. Alors, les chanteurs qui ont le mieux inspiré ces compositeurs sont Adolphe Nourry. Rappelez-vous qu'il a exigé qu'on mette un duo d'amour, enfin il a suggéré qu'on mette un duo d'amour à la fin de l'acte 4 dans les Huguenots, et ça a été vraiment une bonne idée d'Adolphe Nourry. Cornélie Falcone, évidemment, la soprano Falcone qui est nécessaire pour les Huguenots, ça vient d'elle, c'est une soprano Falcone qui convient le mieux. Et Nicolas Prosper Levasseur et Pauline Viardot. Pauline Viardot, d'ailleurs, elle a conçu un opéra dont je parlerai d'ailleurs. Il accorde beaucoup d'importance à la couleur de l'orchestre et s'efforce toujours d'innover. C'est un des premiers à avoir utilisé la clarinette basse, le tuba et le saxhorn. Et d'ailleurs, les personnages sont souvent identifiés par des instruments de musique et il utilise même l'orchestre à des fins descriptives. Rappelez-vous, dans les Huguenots, Marcel qui est identifié par notamment le violoncelle. Voilà. Alors, il y a eu des critiques de Schumann et Mendelssohn qui ont reproché aux opéras de Meyerbeer d'être immoraux et vulgaires. En fait, ça renvoie à ce que je disais au début de cette vidéo. Il a fait des personnages peut-être plus proches d'une réalité concrète. Voilà, c'est peut-être ça la différence avec les opéras qui ont précédé des autres compositeurs. Et pourtant, Mendelssohn a repris des éléments d'orchestration utilisés par Meyerbeer dans ses œuvres. Ça n'empêche pas de l'avoir critiqué. Alors Berlioz le critique à partir de 1849, surtout à cause du Prophète, où il explique que les ficelles que le compositeur utilisait avant sont devenues des câbles. Au départ, il était très enthousiaste. Il a notamment été enthousiaste avec l'air des Huguenots, le duo d'amour entre Raoul de Nangis et Valentine de Saint-Brice. Il lui reproche aussi ses airs virtuoses et vocalises qui rompent l'effet dramatique. Alors là, moi je pense, je sais pas, je connais un petit peu Berlioz, j'ai écouté La damnation de Faust, je crois que j'en ai écouté un autre, mais je pourrais pas le jurer. En fait, je pense que Berlioz exprimait peut-être une petite jalousie. Est-ce qu'il était capable justement de faire des airs virtuoses lui-même? Est-ce que le fait qu'il prétend ne pas aimer ce genre d'air, est-ce que ça venait pas aussi d'une incapacité de sa part? Peut-être, c'est une hypothèse. Donc Wagner déplore l'effet d'abus sans cause, mais comme je vous le dis, l'attitude antisémite de ce personnage lui en ôte une partie de sa crédibilité. Bon, je veux bien qu'à l'époque, vous allez me dire, tout le monde était peut-être antisémite, moi ça me gêne un peu quand même, voilà. Donc de 1839 à 1849, Wagner est très favorable à Meyerbeer. Il faut dire que ce dernier aide Wagner financièrement, et il intervient même à plusieurs reprises pour imposer ses opéras qu'il monte parfois lui-même. Donc vous voyez, il y a quand même je trouve qu'il a été vraiment peu sympathique ce Wagner de critiquer celui qu'il avait beaucoup aidé quand même. Vers 1850, les relations entre les deux compositeurs changent et sous un faux nom, Wagner, quel courage entre parenthèses, moi, quand je ferai une critique, c'est sous mon vrai nom. Sous un faux nom, il rédige une critique très dure envers Meyerbeer. Il semblerait qu'en 1846, le premier compositeur ait refusé de prêter une grosse somme d'argent à Wagner, et d'ailleurs, ce dernier a fui en 1849. Il a participé aux insurrections de 1849. Et donc il a fui le pays, et le succès du Prophète l'aurait vraiment dépité, l'aurait rempli de dépit.
Voilà, il y a une jalousie hein, apparemment quand même, hein, et un manque de reconnaissance. Peut-être s'est-il senti humilié aussi d'avoir bénéficié de cet argent. Je sais pas, il y a plein de causes possibles. Hein. Alors, Meyerbeer, c'est quelqu'un qui est riche, mais qui est simple, qui s'habille toujours sobrement, qui ne fait pas, quand il vient à Paris pour régler ses opéras, il loue un modeste logement à proximité de l'opéra. Très généreux, il donne beaucoup d'argent autour de lui. Et vous avez vu que il a donné de l'argent aux musiciens, il fait en sorte que les musiciens gagnent plus, il distribue les profits qu'il peut avoir pour ses propres opéras, etc. Il y a un côté militant qu'avait déjà son père. Hein. Alors pourquoi il a été oublié à ce point-là? Ça c'est vraiment un grand mystère, hein, et on va essayer de trouver les explications, celles qui ont été données. C'est déjà à partir des années 1930, hein, il y a eu l'accession d'Hitler au pouvoir et qu'il a déprécié parce qu'il était juif. Voilà, donc ça a eu un impact quand même. Hein. Et aussi, certains prétendent que le compositeur étant très en phase avec les préoccupations de son époque, ces préoccupations n'ont pas concerné les gens qui ont suivi son époque, en fait, et ils n'étaient plus concernés, donc ils n'ont pas adhéré à ces opéras. Aussi, ces ouvrages ont été conçus pour des artistes particuliers qui avaient des compétences vocales particulières et qui les rendaient, du moins à une certaine époque, où les chanteurs n'étaient pas aussi bien formés qu'aujourd'hui, difficiles à interpréter. Alors maintenant, voyons un peu l'héritage de ce compositeur. Des compositeurs du 19e siècle comme Bellini, Donizetti, Rossini, Wagner, Verdi, Halévy, rappelez-vous la Juive, hein, Gounod, Massenet, Berlioz, Bizet, Saint-Saëns, Moussorgsky, Tchaïkovski et d'autres ont subi son influence. Voilà, donc vous voyez. Alors, Marguerite de Valois, Valentine et Urbain vont devenir les 3 prototypes des rôles féminins d'opéra. Enfin, 3 des prototypes, du moins. Il y a c'est peut-être pas les seuls, hein, des rôles féminins d'opéra. Donc, c'est important, c'est une étape importante quand même. Hein. Alors, certains aussi définissent ce compositeur comme un chercheur, un curieux d'art, plus que comme un artiste. Il crée des problèmes pour essayer justement de déployer son inventivité pour les résoudre. C'est un inventeur qui recherche l'effet juste, ce qui peut donner une impression de froideur. Ces envolées superbes paraissent calculées aux yeux de certains. Pas à moi. Enfin, si. Je vous ai dit, moi je trouve qu'il représente un mélange entre le métier, la connaissance de la matière musicale, la connaissance de ceux qui l'ont précédé, dont il s'est inspiré, et en même temps l'inventivité. Il y a les 2 aspects pour moi. Il croit en l'art qui résulte de la réflexion et de la volonté. Et ben, je suis un peu comme lui. Moi, je crois en l'art basé sur le travail. Par exemple, si vous me dites qu'un opéra a été conçu en 1 semaine, et même s'il est génial, pour moi, ça a été bâclé. Ce qui est un peu bête parce que en 1 semaine, c'était l'écriture qui est faite, pas la conception qui a pu durer 10 ans. Mais enfin, vous voyez l'idée. Moi, j'aime bien qu'un texte ou qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, ait été travaillée jusqu'à un certain point aussi, parce qu'au bout d'un moment, on finit par détériorer ce qu'on crée si on travaille trop. Mais moi, j'aime bien cette notion de travail, d'où peut-être que je perçois peut-être chez ce compositeur et ce qui explique qu'il m'intéresse énormément. Alors, il passe pour très doué pour les récitatifs, je suis content parce que j'ai remarqué ça moi aussi, mais beaucoup pensent que ces airs manquent de souplesse et de liberté et qu'ils sont un peu rompus dans leur développement. Parfois oui, je dirais, mais pas toujours. Hein. Ouais, je suis pas absolument convaincu de ça. Je l'ai pas remarqué, peut-être parce que je ne suis pas non plus musicologue, mais globalement, voilà ce qu'on peut dire, ce que je peux vous raconter sur ce compositeur. Je continuerai des vidéos qui seront peut-être plus détaillées, plus riches. Là, je suis resté un peu dans
dans l'élan enthousiaste et dans des choses qui ne sont pas suffisamment approfondies, notamment pour certains opéras. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Cette vidéo sera suivie d'autres vidéos sur d'autres œuvres lyriques que j'appréhenderai un petit peu de la même façon. La prochaine vidéo sera consacrée, je pense, à un opéra de Rossini de 1813, l'Italienne à Alger. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.